Croyez-moi, tourner, écrire et réaliser 4 vidéos en 2 jours, c'est assez tendu. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Après une pause de 2 semaines, je reviens enfin et ce bien sûr avec un épisode de manga réaction ou lecture manga, t'appelles ça comme tu veux. Comme d'hab, je vais vous parler de mes dernières lectures, des derniers trucs que j'ai lus, les trucs qui m'ont plu et les trucs qui m'ont moins plu, et toujours dans une ambiance posée. Enfin bon, on va quand même passer aux choses sérieuses parce que vous pouvez pas le voir, mais la pile là-bas, je pense qu'en parler, il va y en avoir pour un certain temps. Je mise sur une demi-heure de vidéo minimum, peut-être qu'elle sera divisée en 2 parties, on verra. En tout cas, on balance le générique et on parle de toutes mes lectures juste après. Et on démarre cette émission avec une excellente découverte, un coup de cœur j'ai envie de dire, signé et c'est paru chez Ototo Manga. Et il s'agit tout simplement du manga Mythical Beats Investigator. J'ai réussi à le dire d'un coup, c'est assez dingue. Et comme je vous le disais justement juste avant, c'est sûrement un de mes plus gros coups de cœur côté lecture, parce que je m'attendais, disons, pas à grand chose avec ce titre. Et au final, j'ai été bluffé. Je vous pose le tome juste là, comme ça au moins vous pouvez l'admirer, on peut en parler tranquillement, et c'est juste derrière moi. Et j'ai vraiment été charmé en fait par l'ambiance, la thématique du manga et l'univers de façon générale. Et disons qu'en fait le manga c'est un manga de fantasy, mais j'aurais jamais eu l'idée personnellement de traiter la fantasy de cette manière-là et avec cette approche si particulière. L'histoire c'est simple, elle nous entraîne aux côtés de la jeune Ena Feli, une jeune enquêteuse qui se déplace de village en village afin d'enquêter sur l'apparition de différentes créatures magiques qui apparaissent un petit peu partout dans différents villages et qui causent bien souvent du tort et des ennuis aux villageois. Accompagnée de son très mystérieux et charismatique garde du corps Kushna, la jeune fille en fait s'applique à régler les conflits entre humains et créatures magiques, et ce le plus souvent et quand elle le peut sans verser une seule goutte de sang. Et c'est là peut-être en fait le point de vue et l'approche en fait la plus originale et la plus intéressante que propose le manga. Donc c'est un manga qui est paru il y a un petit moment, on va dire tout simplement parce que c'est sorti chez Ototo le 15 novembre si je dis pas de bêtises. Et c'est un manga qui m'a charmé, qui m'a sublimé justement par son univers, par son approche et sur différents points que je vais vous citer. Déjà le truc le plus frappant à la lecture c'est tout simplement le duo des personnages principaux. C'est-à-dire que le personnage de Ena Feli et son garde du corps Kushna sont totalement attachants. Le développement au niveau de l'histoire fait vraiment en sorte que on s'attache directement à ces personnages et que l'intrigue soit vraiment centrée sur ces deux personnages qui se déplacent de village en village justement pour enquêter, investiguer et justement résoudre les conflits entre créatures magiques et les êtres humains. Le personnage de Ena Feli est un personnage vraiment pur qui essaie toujours de trancher, d'avoir un regard juste en fait sur certaines affaires. C'est assez intéressant mais des fois les affaires sont assez complexes et par exemple on ne sait pas vraiment si c'est la créature magique qui ment et qui est en tort ou si parfois ce sont les humains. Et en fait, justement, le personnage a un regard assez pur et assez juste par rapport à toutes ces affaires. Ce qui fait qu'au final, on arrive vraiment à s'attacher à la personnalité vraiment pure et juste du personnage. Et du coup, en tant que lecteur, on arrive vraiment à s'identifier au personnage et à ses décisions. Et comme je le disais, mention spéciale par contre au personnage de Kushna, qui est pour faire simple en fait le garde du corps du personnage de Ena. Donc je pose mes fiches là vite fait pour vous le montrer, mais on le voit un petit peu en arrière-plan. Et en fait, la particularité de Kushna, son garde du corps, c'est qu'en fait, il s'agit d'un lapin. Et franchement, le personnage est méga intéressant. Mais bon, ça, on en parlera juste après. Ce que j'ai vraiment adoré avec ce premier tome, et d'ailleurs, je l'ai rapidement mentionné juste avant, mais c'est clairement en fait l'univers établi. On sent qu'on est dans un univers de fantasy avec des créatures fantastiques, mais on sent que le monde est vaste et qu'en fait, nos deux personnages ont vraiment beaucoup de choses à voir et qu'en fait ce monde leur réserve encore beaucoup de surprises. Un des autres gros points positifs, comme je le disais aussi dans l'introduction, c'est clairement en fait la thématique du manga. Ou pour une fois on est dans un univers fantastique, c'est vrai, mais tout n'est pas blanc ou noir, en fait on est plus dans une zone un petit peu grise on va dire. Et pour une fois je trouve ça vraiment cool d'avoir une approche originale en fait du thème du fantastique, de la fantasy de façon générale. Dans le manga, on a affaire justement à des enquêteurs, donc des enquêteurs de créatures magiques. Je sais pas vraiment comment on peut traduire le titre. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que justement ces enquêteurs, ce sont tout simplement des médiateurs entre les humains et les créatures magiques qui ne peuvent pas s'exprimer, ou en tout cas pas directement. Et ce qui est cool, c'est qu'avec la fantasy, on est habitué à un duo de héros ou une bande de héros qui va chasser des créatures magiques pour défendre les humains, défendre l'humanité. Et là, au final, c'est plus complexe parce qu'en fait, on défend un petit peu les deux parties. Et j'ai trouvé ça vraiment original et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un coup de cœur. En plus de ça, au vu de ce premier tome, il y a vraiment une ambiance assez, on va dire, magique qui se dégage de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de lire un conte de fées ou alors une histoire vraiment pour enfants, mais pas au sens péjoratif du terme, mais plutôt dans le sens où l'histoire nous fait rêver
et en fait on nous présente vraiment un monde idéal agréable à suivre. Après bien sûr c'est difficile d'expliquer justement cette sensation de magie un petit peu qui se dégage du titre, mais c'est notamment surtout dû aux dessins qui ont vraiment un côté assez conte de fées, à toutes les créatures magiques, toutes les bestiaires présentes dans l'œuvre, et ensuite de l'approche de l'histoire et vu comment c'est raconté. Un des autres gros points forts, je l'évoquais juste avant, mais c'est pour moi le personnage de Kushna. J'adore tout simplement le concept de ce personnage, j'adore son car design et franchement j'ai hâte d'en savoir plus sur lui. Parce que déjà rien que le concept d'avoir un lapin qui sert de majordome à une petite fille, ça n'a aucun sens mais c'est génial. Et il y a pas mal de mystères autour de ce personnage, on ne sait pas qui il est, il y a déjà des petites pistes qui sont amorcées justement dans ce premier tome. Je sais qu'à un moment il y a un passage où il y a une sirène qui appelle justement Kushna le roi des ténèbres. Donc c'est assez cool de voir vraiment voilà, un personnage qui apparemment était méchant, vraiment méchant avant et était vraiment pas du côté du bien. Et que maintenant il défend cette gamine, on ne sait pas pourquoi, mais ça nous sera dévoilé dans les prochains tomes et j'ai totalement hâte d'en savoir plus. En tout cas tu m'aurais dit qu'un jour dans un manga on foutrait un personnage badass et qu'en fait son car design c'est un lapin, je t'aurais pas cru. Autre gros point fort du titre, je l'ai rapidement évoqué, je vais peut-être essayer de vous le montrer, mais c'est clairement les dessins. Pour moi les dessins renforcent vraiment le côté conte, le côté un petit peu magique et le côté histoire un petit peu pour enfants que l'histoire veut nous raconter. Et ça passe par diverses planches, donc par exemple des planches où on voit des dragons, des créatures fantastiques, les villages, les car design et les vêtements des personnages. Donc je vais essayer de vous le montrer parce que je pense qu'avec le focus ça se fera peut-être pas, mais voilà, on a des immenses forêts comme ça qui me font vachement penser aux forêts des fois qu'on entend dans les contes pour enfants, ce genre de choses. On a le personnage de Kushna bien sûr et son car design. On a des bestiaires assez impressionnantes avec des planches juste magnifiques en double page. Avec par exemple là, on a un dragon. Enfin, c'est pas vraiment un dragon, c'est une vouivre. Mais bon, ça vous le verrez vous-même en lisant le premier tome. Et rien que le duo de personnages, donc voici une autre page double. Mais le duo des personnages principaux est totalement original. Et pour moi, justement, ce petit duo renforce aussi, et puis vu comment il est dessiné d'ailleurs, renforce clairement le côté vraiment conte, côté fantastique. Et je sais pas pourquoi, je trouve que les illustrations collent vraiment parfaitement à cet univers. Dans les scènes lumineuses, on a des planches qui sont voilà, vraiment claires et qui tirent vraiment vers le blanc, voire gris clair. Et dans des scènes un petit peu plus sombres, où on met un peu plus en avant, par exemple, le personnage de Kushna et le mystère qui est autour de lui, on est plus vers voilà, des scènes qui tirent vers le sombre. J'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir une sorte de conte pour adultes, pour enfants, hyper nuancé. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'était cool. Et pour les points négatifs, malheureusement, je serai pas du tout objectif, bien sûr, c'est une lecture manga, donc je vous donne mon avis, mais j'ai carrément pas décelé de points négatifs. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il s'agit pour moi de mon manga préféré parmi les dernières lectures que j'ai lues justement pour le mois de novembre et de décembre. Pour moi là on a clairement affaire à un récit totalement maîtrisé. Ok, d'après ce que j'ai compris à l'origine c'est un light novel, c'est vrai, mais je trouve que voilà, le light novel est parfaitement illustré et les dessins collent à l'ambiance, le scénario est franchement nickel. Je me suis vraiment senti emporté par l'histoire et je vous recommande l'histoire à 200%, que ce soit pour son personnage, son thème, ses thématiques, sa façon d'aborder le fantastique avec de l'originalité. Enfin bref, ne passez pas à côté de ce premier tome. Et encore une fois, pour rappel, c'est sorti chez Ototo le 15 novembre. Franchement, je pense que je vous ferai la review du tome 2. Bon, par contre, j'espère que vous n'avez pas perdu, parce que c'est vrai que j'ai un peu traîné par rapport à ma première review. Mais ça serait dommage tout simplement parce que là cette fois on va parler du tome 21 de My Hero Academia. Alors pour rien vous cacher, j'ai déjà tourné une vidéo sur ce premier tome, une review. En fait c'est un manga café tout simplement où je parlais pendant presque 15 minutes de ce tome en détail. C'était une grosse analyse mais malheureusement il y avait mon micro qui a bugué. J'ai pas pu vous sortir la vidéo puis bon, au moins comme ça me permet de vous parler de façon plus concentrée du tome. Un tome que j'ai aimé mais peut-être un peu moins que les autres. Mais ça, je vais vous dire pourquoi. En fait, pour moi, c'est simple. La première grosse moitié du tome est tout simplement simple et efficace. C'est un vrai coup de cœur. Et pour moi, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Toute la partie intrigue sur la fin de l'arc Endeavor, donc j'appelle ça Endeavor, justement, l'arc qui était centré sur ce personnage juste là, est vraiment parfaite. Pour moi, on frôle la perfection. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher. En termes d'action, en termes de dessin et en termes de scénario, puis d'évolution de personnage. Franchement on frôle la perfection, en tout cas de mon point de vue. On a un dénouement qui est peut-être un peu attendu, mais paradoxalement
Vu comment c'est fait, l'exécution n'est peut-être pas forcément celle qu'on avait vu venir. Donc tout simplement avec l'intervention du personnage de Debbie, ou d'Abby, je sais plus exactement comment on l'appelle, enfin crématorium. Et bon, ça je vais pas m'enflammer, j'en parle juste après. Un des points positifs de cet arc, je l'ai déjà dit juste avant, mais c'est clairement en fait l'évolution du personnage de Endeavor. On avait un personnage où on va pas se mentir, c'était un enfoiré, un personnage détestable, qui torturait justement son fils Shoto, mais psychologiquement. Et par rapport à la relation entre ces deux personnages, c'était assez grave, je trouve, ce qui était présenté dans l'œuvre, en termes de sous-lecture bien sûr. Et là, clairement, depuis la chute de All Might, on avait un nouveau personnage, une sorte de rédemption pour Endeavor. Et en fait, ça m'a fait plaisir tout simplement de suivre cette rédemption, où on a un mec qui au début refusait clairement d'avoir le poste de numéro 1 des super-héros, un petit peu par défaut, et qui au final prend conscience clairement que il doit assumer ce statut pour le bien carrément de la société et pour le bien du monde super-héroïque de façon générale. Et c'est un mec voilà, qui prend vraiment à bras le corps enfin ses responsabilités, qui va de l'avant et qui fait ce qu'il faut. Et ça franchement ça m'a fait plaisir. Sacrée évolution parce que ça passe du coup d'un personnage qu'on détestait à un personnage vraiment attachant et sûrement un des personnages les plus intéressants à ce jour dans My Hero Academia. Ce tome 21 il a aussi marqué l'amorce en fait de petites pistes, de petits éléments qui viennent infirmer et confirmer certaines théories concernant le personnage de Crématorium. Donc ça c'est pas nouveau, malheureusement je peux pas vous en dire plus parce que je ne lis pas les scans, mais ça fait un petit moment qu'il y a des théories de fans, et ce depuis l'apparition en fait du personnage de Crématorium dans My Hero Academia, que Crématorium serait peut-être éventuellement le fils caché de Endeavor. Ça bien sûr c'est que de la spéculation, vous inquiétez pas, c'est pas du spoil. Et enfin pour la première fois, Kohei Horikoshi met en place des éléments beaucoup plus concrets par rapport à ces théories, en confrontant à travers des dialogues le personnage de Crématorium et de Endeavor. Donc pour l'instant on a quelques pistes, mais ça laisse pour l'instant clairement sous-entendre que les deux personnages sont liés. On ne sait pas du tout où ça va nous mener cette intrigue. Est-ce que c'est des fausses pistes dessinées exprès par Kohei Horikoshi pour nous donner des fausses pistes et nous fausser notre avis là-dessus par rapport à la vraie identité du personnage? Ça j'en sais rien, on verra, mais en tout cas franchement c'est intéressant. Ce que j'ai bien aimé aussi sur cette première moitié de tome, c'est tout simplement le personnage de Hawk et sa complexité. Et quand je parle de complexité par rapport au personnage de Hawk, je parle clairement en fait de sa personnalité. Parce que ce qui est intéressant justement sur ce personnage, et là où Kohei Horikoshi a été plutôt balèze, c'est qu'en fait il nous donne des fausses pistes, de faux indices pour fausser et perdre un petit peu le lecteur, mais de façon volontaire. Au début on ne sait pas si c'est un méchant ou un vrai héros. Mais en fait l'auteur Kohei Horikoshi nous fait douter jusqu'à un certain moment que le personnage est du mauvais côté et qui trahit les héros, et au final pas du tout. Et au final le personnage de Hawk c'est clairement un personnage super héroïque, mais vraiment au sens noble du terme, comme Stein, le personnage de Stein, le revendiquait dans le 8e tome de My Hero Academia. En fait, il est prêt à endosser et à se sacrifier pleinement pour le bien de la société super héroïque. Et j'ai trouvé que le message et la complexité autour de ce personnage étaient assez forts. Donc au final, le personnage de Hawk, c'est un mec assez complexe, qu'on n'a rien à foutre en fait d'être sous la lumière des projecteurs, et qui s'en fout de briller. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment être le super héros au sens pur du terme, et quitte en fait à agir dans l'ombre et passer pour un enfoiré après et se faire démonter par la société entière. Lui, ce qu'il importe, c'est que justement les héros et la paix continuent de briller. Donc voilà, peut-être que je m'enflamme un petit peu, mais j'ai vraiment kiffé tout ce qu'il y a autour du personnage et j'ai hâte de le revoir. Ensuite, pour moi, concernant ce nouveau tome, le vrai must, en fait, c'est carrément le chapitre centré sur la famille Todoroki. Déjà, tout simplement parce que, en fait, dans ce chapitre, on découvre vraiment Endeavor en tant que mec repenti, mais pas d'un point de vue super héroïque, mais vraiment d'un point de vue familial. J'ai trouvé ça vraiment sympa que, pour une fois, on le voit enfin sur son masque. Mention spéciale d'ailleurs parce que le personnage est totalement badass. Et au final, le mec, il sait clairement que ça a été une ordure avec sa famille, avec ses enfants. Et ce qu'il a fait, en fait, ça sera jamais pardonné, ça c'est clair. Mais le gars, il assume pleinement que ça a été un enfoiré. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il s'en fout, d'ailleurs, il effacera jamais ce qui s'est produit. Mais on sent quand même que le gars, il est de bonne volonté et qu'en fait, il est prêt à repartir à zéro s'il le faut. En termes de sous-lecture, c'est vraiment cool parce que là, on a clairement un père de famille qui a échoué, mais qui est prêt justement à se confronter un petit peu à ses démons et à sa défaite justement pour aller de l'avant et devenir un meilleur homme par la suite. Et franchement, j'ai pas lu souvent des mangas avec de si fortes thématiques, et du coup c'est intéressant que un manga shonen traite le truc de cette façon. Après, est-ce que tout le monde l'interprétera de cette façon, ça j'en sais rien. Mais si on voit la chose de ce point de vue-là, j'ai trouvé ça vraiment cool. En plus, ça permet de développer un petit peu plus les membres de la famille Todoroki, les frères et sœurs de Shoto. Et je pense vraiment que dans le futur, ces personnages-là, donc cette famille en particulier, que la famille Todoroki sera clairement un élément central, un élément noyau à My Hero Academia dans le futur. Je ne sais pas ce que prévoit exactement Kohei Horikoshi, mais on sent vraiment que ce sera un élément charnière, cette famille Todoroki, quant à la suite de l'œuvre.
Après pourquoi, du comment, ça j'en sais rien, je laisse Koei Horikoshi nous raconter son histoire. Mais j'ai hâte d'en savoir plus parce que c'est super intéressant. Parmi les points forts de ce tome, pour moi, c'est clairement les dessins. Franchement, bon, on va pas débattre à chaque fois, à chaque tome, mais je trouve que les planches de Koei Horikoshi sont toujours assez simples, efficaces. En termes d'expression, en termes de sentiments, les personnages sont hyper expressifs. C'est clair, c'est dynamique, c'est beau. Les planches sont détaillées, le chara design des personnages, l'évolution des costumes, tout ça, il n'y a absolument rien à dire. Franchement, là-dessus, Koei Horikoshi, t'es un tueur. Et enfin, le dernier point positif pour moi concernant ce tome 21, c'est tout simplement la deuxième moitié du tome, qui sert tout simplement de mise en avant de l'évolution des personnages de la classe A et de la classe B, et le retour d'un certain personnage dont j'ai zappé le nom. Vous voyez, le personnage qui avait affronté Izuku pendant les examens dans les premiers tomes, ce personnage revient avec une sacrée évolution et de nouveaux pouvoirs. Il a été formé par Eraserhead. J'ai trouvé ça cool, voilà, qu'on nous introduise de nouveaux personnages, enfin en tout cas d'anciens personnages avec une véritable évolution, ainsi que l'évolution tactique au niveau des pouvoirs, au niveau de la réflexion des personnages, etc. Franchement, toute cette partie était assez cool et ça nous permettait voilà, de comparer nos personnages en début d'histoire et actuellement avec leurs progrès, leurs évolutions. Et ce, grâce notamment avec tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui. Mais par contre, ça nous emmène au point négatif de ce tome, ce que je n'ai pas aimé. Et je sais d'ailleurs que sur Twitter, j'avais mentionné justement mes points négatifs et mes remarques concernant ce dernier tome. Je sais que ça n'a pas fait l'unanimité, mais je trouve que voilà, bien que en termes d'idées, ce qui nous est proposé, c'est vraiment pas mal par rapport à la fin de tome, mais pour moi clairement en fait cette nouvelle partie c'est un vrai manque d'originalité. Alors attention, je suis toujours le premier à dire que My Hero Academia c'est avant tout un manga de super héros et de lycéens, c'est à dire que c'est normal qu'on mélange les deux. C'était notamment le cas par exemple avec l'arc de la fête de Yue, mais là je sais pas pourquoi j'ai vraiment saturé de cette partie scolaire. Vraiment là je trouve que ça sentait déjà le déjà vu. Je trouve que Koei Horikoshi n'aurait pu nous proposer un truc différent justement pour nous montrer l'évolution des personnages. Non, cette fois à la place malheureusement on a une énième redite en fait d'affrontement entre deux classes. C'est tout simplement un cours sportif amélioré où les personnages voilà, ils font équipe entre eux, ils s'affrontent. J'ai trouvé ça dommage parce que ça sentait un petit peu le revu et le réchauffé. Et jusqu'à maintenant, j'avais pas eu cette sensation en lisant My Hero Academia. Donc pour moi, ça c'est un petit peu une fausse note, c'est un certain manque d'originalité, et ce notamment dû au renouveau. Alors d'après ce qu'on m'a dit, apparemment ça va partir en choses beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus sombres par la suite. Mais j'ai trouvé ça dommage parce que pour moi, ça casse un petit peu la bonne dynamique qui était instaurée depuis le tome 20. Mais bon, par rapport aux thématiques, j'ai pas non plus été déçu. En tout cas, voilà pour ma critique du tome 22 de My Hero Academia. Je vous propose de passer aux choses sérieuses. À mon avis, potentiellement, cette vidéo sera sûrement la plus longue de la chaîne. En tout cas, j'ai kiffé ce tome, même si pour moi, sur la fin de tome, on est un petit peu par un manque d'originalité, un petit point négatif, une petite fausse note. Mais je suis sûr que ça ira mieux par la suite. Ensuite, j'espère que vous kiffez Pokémon, parce que là, cette fois, on va passer aux choses sérieuses. J'ai eu la chance de recevoir ça de la part des éditions Kurokawa, à savoir notamment la biographie centrée sur le personnage de Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon et de Game Freak. Et je pense carrément qu'il s'agit de mon deuxième gros coup de cœur côté manga par rapport à mes dernières lectures ces derniers temps. Ce tome qui est en fait un one-shot, pour moi c'est une excellente biographie qui retrace les grands pas de la vie de Satoshi Tajiri, qui est en fait le créateur historique de Pokémon. Le tout, je trouve, a été raconté de façon simple, efficace et intelligente. Et en fait, on retrouve vraiment chaque fois les grands axes de la vie de Satoshi Tajiri jusqu'à la création de Pokémon en 96. J'ai vraiment trouvé que le dessin de ce tome, donc de ce one-shot, était vraiment agréable. C'est-à-dire que on est pris dans la lecture et je trouve que même si les dessins sont pas hyper complexes, ça certains pourront le reprocher, je trouve que ça fait largement le café et ça illustre parfaitement les propos qui se sont passés. Et clairement, en tant que fan de Pokémon, je me suis pas du tout ennuyé à la lecture de ce tome, et ce que ça soit d'un point de vue visuel ou alors un point de vue purement narratif. On voit clairement que le personnage de Satoshi Tajiri, enfin je dis le personnage, mais ce monsieur en a clairement bavé pour développer Pokémon, développer Game Freak, et que ça a été en fait au final un sacré parcours de combattant. Et le truc qui est intéressant, c'est que si comme moi t'es fan de Pokémon, après la lecture de ce premier tome, donc non seulement t'as envie de te replonger dans les vieux jeux, et en fait t'as peut-être aussi un autre regard sur les jeux parce que t'as suivi la galère de ce mec et son équipe pour développer le jeu, leur jeu idéal, qui est en fait Pokémon, donc Pocket Monster. Et bien que c'était assez compliqué pour eux, on se rend compte que les mecs ont réussi quand même entre eux, entre potes limite,
a développé un jeu qui a révolutionné ensuite le game. Donc côté histoire, c'est vraiment très intéressant, très enrichissant. Si vous êtes fan de Pokémon, sincèrement, vous allez, je pense que vous allez tout lire d'une traite. En tout cas, moi, à un moment, je me suis posé un soir, j'ai tout lu. Je pensais peut-être lire au fur et à mesure l'ouvrage parce qu'il me paraissait assez épais. Et au final, je me suis fait la lecture d'un seul coup. Et le tout, bien sûr, c'est sublimé par l'édition de Kurokawa qui, je trouve, est magnifique. On a un tome en grand format avec pas mal de pages couleurs. Donc on a des pages couleurs pour le début du manga, juste ici. En plus de ça, on a des pages un petit peu d'introduction qui nous relocalisent un petit peu le contexte de Pokémon, avec une sorte de petit prologue, des petites informations. Franchement, c'est vraiment simple et efficace, je trouve ça vraiment cool. Et au niveau du papier, c'est vraiment du papier de haute qualité. On n'est pas sur du papier glacé exactement, mais c'est assez agréable au toucher. Et dans tout le tome, en fait, vous retrouverez pas mal de petites informations signées par Satoshi Tajiri. Et bien sûr, en fin de tome, une postface, et franchement, c'est super intéressant. Et encore une fois, si vous êtes fan de Pokémon, vous allez kiffer. Je pense que si j'ai le temps, enfin, j'espère avoir le temps, mais je vous en ferai sûrement une vidéo dédiée, beaucoup plus complète, une grosse analyse. Mais en tout cas, si comme moi, vous êtes fan de Pokémon, je vous recommande à 200% ce tome. Franchement, il est vendu à 10 €, mais vous allez apprendre plein d'infos. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, vous découvrirez les jeux Pokémon sous un autre angle de vue, un autre point de vue. Et peut-être qu'en jouant, vous aurez une autre vision du truc. Parce que c'est clairement voilà, des gens qui ont ramé et qui avaient vraiment pour rêve et objectif de créer un jeu quasi parfait, leur jeu. Et ils ont réussi, franchement c'était vraiment cool. Et j'espère vraiment trouver d'autres ouvrages de cette qualité. J'ai vu que chez Sœur d'édition, il y avait un truc pareil qui retraçait Pokémon et le phénomène Pokémon de façon générale. Je pense que je vais y jeter un œil. En tout cas, je vous le recommande à 200%. Toujours côté lecture, cette fois, je vous propose de parler brièvement de ce nouveau tome de Dragon Ball Super. Alors, comme c'est un tome que j'ai trouvé un peu mitigé, enfin, en tout cas, mon avis par rapport à ce tome était vraiment mitigé, mais disons que c'est un tome en deux teintes. Il y a la première partie du tome qui finit le tournoi du pouvoir qui était, enfin, en tout cas, le tournoi du plus fort, qui a été une véritable catastrophe selon moi. Et d'ailleurs, au niveau des dessins, ça se voyait que Toyotaro n'avait plus rien à foutre. Ça a été rushé, enfin bref, c'est de l'histoire ancienne, c'est un très bon point. On passe enfin à autre chose. Et ensuite, il y a un très bon point notamment dans ce tome, notamment en seconde partie, avec le début de l'arc du prisonnier galactique. Et le début de cet arc qui introduit notamment un personnage emblématique à Dragon Ball Super et qui je pense sera sûrement un des plus grands méchants de Dragon Ball Super. En tout cas, vu comment ça part avec ce personnage, je pense que potentiellement, il y a de fortes chances. Il s'agit tout simplement du personnage de Moro. Et le personnage de Moro, pour moi, ça a été clairement en fait le personnage clé de ce tome. Et pour moi, je l'assume pleinement, mais il fait clairement partie des points forts de ce nouveau tome. On a un personnage qui est pas si badass que ça, mais qui est mauvais au sens propre du terme, et un pouvoir assez incroyable tout simplement parce que il aspire l'énergie vitale, et ce qui va nous permettre en fait d'avoir des combats peut-être un peu plus modernes, avec un peu plus de fraîcheur par rapport à ce qu'on a déjà vu dans Dragon Ball Super. J'aime bien aussi le fait que le personnage soit lié en fait au lore de Dragon Ball, c'est-à-dire au passé de Dragon Ball, et notamment au passé par rapport aux origines de Boo, donc de Majin Buu. C'est plus ou moins lié avec cet arc, et ça j'ai trouvé ça vraiment cool qu'on a un personnage de plus de 10 000 ans. C'est assez incroyable, et je crois qu'on n'a jamais eu un personnage aussi vieux dans Dragon Ball. Autre point fort de ce nouveau tome, toujours sur la seconde partie de tome, c'est notamment l'arc Patrouille Galactique en lui-même, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance assez particulière que j'ai bien aimé dans ce tome. C'est tout simplement en fait ce côté space opéra. Et quand je dis space opéra, c'est tout simplement que il y avait, je sais pas pourquoi, un petit côté Star Warsien par rapport à certains chapitres, donc notamment le chapitre, je connais pas son nom, mais centré sur la patrouille galactique. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté, voilà, je sais pas, Star Wars par rapport au fait que ça se déroule dans l'espace, par rapport à ce qui était mis en scène et par rapport au personnage de Merus. Franchement, c'était une plutôt bonne surprise et j'aime beaucoup justement le vent de fraîcheur et le parti pris que prend Toyotaro avec ce nouvel arc. Donc toute cette ambiance un petit peu space opéra, c'est vraiment une excellente idée pour Dragon Ball, et je trouve que franchement ça colle plutôt bien à l'heure. Bon, maintenant on va parler de The Promised Neverland et son tome 10. Donc j'ai pas encore lu le tome 11, en tout cas pas au moment où je vous parle, donc ça risque de se faire mais pas tout de suite. En tout cas ce tome 10 je l'ai kiffé comme bien souvent avec The Promised Neverland. Alors déjà le premier truc à souligner avec ce 10e tome, c'est tout simplement que c'est quasi le premier tome à se centrer uniquement sur l'action. Quasi 90% du tome c'est uniquement des scènes d'action, de combat, etc. Et c'est assez neuf et assez nouveau, et ça c'est quasi inédit pour The Promised Neverland. En termes d'histoire, j'ai trouvé que l'histoire et comment les choses étaient amenées, j'ai trouvé ça à couper le souffle, tout simplement. En fait, tu te sens clairement emporté, t'as pas le temps de souffler, tu tournes les pages pour voir ce qui va se passer par la suite, et ça c'est juste dingue d'arriver à provoquer ce genre de sentiments et de sensations après 10 tomes. Au niveau des dessins, les dessins de Demisu Posuka sont toujours aussi impressionnants. C'est assez bluffant comment elle arrive à parfaitement illustrer cette histoire, je trouve. Enfin franchement,
je trouve que voilà, son dessin et son trait est assez particulier, c'est vrai, mais actuellement je trouve que c'est peut-être une des meilleures dessinatrices de shonen à l'heure actuelle. Et c'est d'autant plus impressionnant parce que je trouve que le trait de Demezu Pozuka dans ce nouveau tome arrive vraiment parfaitement à faire ressortir la terreur de tous les personnages, que ça soit les monstres, que ça soit les enfants. À chaque fois qu'il se passe un truc assez important ou très grave, on sent à chaque fois l'importance et l'impact de la scène, et ça visuellement c'est assez bluffant. Autre point que j'ai vraiment apprécié avec ce tome 10, c'est notamment toute la partie affrontement entre Levis et la bande de Lucas. Et ce qui est cool, c'est que dans ce manga, il y a des victimes des deux côtés. Il y a des blessés des deux côtés, il y a des morts des deux côtés. Bon, ok, c'est vrai, j'avoue que les enfants sont peut-être un petit peu plus favorisés, mais je trouve ça assez cool qu'il y ait des dommages collatéraux des deux côtés. Et en fait, tout n'est pas noir d'un côté et blanc d'un côté, non, on est plus dans une zone un petit peu grise en termes de combat, en termes de ce qui se passe par rapport aux deux camps, et ça c'est vraiment cool. Ça donne peut-être un petit côté un petit peu réaliste, même si encore une fois, voilà, on sait que voilà, c'est une histoire fantastique avec des monstres, et que malheureusement il y a certains personnages que tu crois pour morts et au final sont seulement blessés. C'est clair que c'est un peu dommage, mais voilà, on est clairement dans un bon mélange qui donne un aspect réaliste et de danger à l'œuvre. Et d'ailleurs, avec la bataille qui est actuellement dans ce nouvel arc, et notamment avec ce 10e tome, c'est qu'on a vraiment une ambiance un petit peu comme par exemple dans les vieux films de Seconde Guerre mondiale. En fait, on a des résistants, des révolutionnaires qui font face en fait à des individus, donc par exemple une armée qui paraît impossible à battre, et en fait la façon dont c'est mis en place et avec la partie stratagème, etc., j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Donc pour moi c'est vraiment un point hyper maîtrisé, je trouve, toute cette espèce de partie un petit peu guerre totale entre les deux camps. Et bien sûr, comme toujours, le tome se termine sur un cliffhanger de malade avec Monsieur l'inconnu qui débarque et on sent que ça va chauffer. Il prend les armes face à Levus et franchement je peux pas attendre pour lire ce tome 11. On en reparle très bientôt. Ensuite je pose les deux tomes juste ici et on va parler de Balzar, un manga qui est sorti chez Mehan, que j'ai reçu depuis un petit moment, mais par contre j'étais overbooké, j'avais pas pu les lire plus tôt. Et on va dire que mon avis concernant le manga Balzar est assez partagé. Pas que le manga est mauvais, loin de là, mais c'est pas du tout le genre de manga que je lis habituellement. Alors comme je parle d'un premier tome, il faut savoir tout simplement que Balzar c'est l'histoire d'un commandant, mais pas n'importe qui, donc vraiment un commandant qui est un génie de la guerre et qui est tout simplement envoyé du jour au lendemain suite à ses exploits au Bassland afin d'y former militairement ce pays. La chose que j'ai trouvé vraiment intéressante avec Balzar, c'est notamment justement la partie historique et la dimension pseudo-historique qu'il y avait de l'œuvre. Bon, je vais m'expliquer bien sûr parce que c'est peut-être un peu flou ce que je dis, mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est justement que le récit, donc c'est un récit fictif ancré dans l'histoire de France, enfin l'histoire de France, l'histoire de l'Europe de façon générale. Et c'est peut-être là l'un des points forts du manga, c'est que par sa dimension fictive et historique, je pense que le manga devrait ravir pas mal de fans d'histoire. En tout cas, les gens qui sont un petit peu passionnés de manga, d'histoire et qui aiment un petit peu les deux univers, je trouve que ça mélange parfaitement et c'est bien dosé par rapport à ces deux éléments et ça nous donne un truc intéressant. Alors par exemple, à titre perso, moi j'ai un pote qui est fan d'histoire, de guerre, donc c'est-à-dire de guerre de façon générale. Et je pense que je vais même lui recommander ce manga parce que je suis certain que ça va le ravir. Donc ça parle de tactique militaire, donc c'est encore assez léger dans le premier tome, mais ça commence un peu plus à se préciser par la suite. Ça parle de canons, ça parle d'armes à feu, d'organisation militaire et géopolitique. Et franchement, je trouve que si on s'intéresse un petit peu à tout cet univers-là, on peut rapidement accrocher à l'œuvre. Et toute cette inspiration justement historique par rapport à l'Europe des années 1800, ça se voit qu'elle est clairement inspirée notamment pour le Wesen. Je crois que ça se prononce comme ça, j'ai arrêté l'allemand depuis un moment. Et pour le pays du Bassland. Et ça franchement c'est super intéressant. Un des autres gros points forts de l'œuvre, c'est notamment le personnage principal, Balzar, qui je m'y attendais pas franchement dans une œuvre que je ne connaissais pas du tout. Je pensais pas qu'on pourrait avoir un personnage principal aussi charismatique. Le mec est ultra badass et sans déconner, je trouve qu'il y avait un petit côté GTO un petit peu dans l'histoire, mais ça j'en parlerai juste après. Le personnage a vraiment un bon design par rapport à son costume, par rapport à sa coiffure, par rapport à son allure et sa prestance et par rapport justement à l'écriture du personnage, parce qu'on sent que c'est un mec qui a de la bouteille, qu'on impose et qui sait de quoi il parle. Et franchement pour ça j'ai vraiment kiffé le personnage. Je pensais pas avoir un tel personnage, voilà, encore une fois dans une histoire peut-être pas assez grand public je trouve. Un des points forts de l'œuvre, c'est notamment aussi que l'auteur sait prendre son temps, instaurer son histoire pour instaurer justement les personnages principaux, les personnages secondaires et développer tout son univers. Et ça passe notamment par le développement, comme je vous l'ai dit, du héros principal, Balzar, et aussi par le contexte géopolitique, il y a un vrai contexte en fait par rapport à l'œuvre, le développement de plusieurs personnages secondaires justement au cours des deux premiers tomes. Et pour moi c'est clairement un des points forts de l'œuvre, c'est que l'auteur nous laisse le temps de nous familiariser avec son univers, avec l'histoire qu'il nous propose, et en fait par rapport à tous les tenants, les aboutissants, les personnages. Donc il prend son temps, il nous développe son univers, ses personnages, on voit qu'il prépare le terrain pour quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus grandiose.
et franchement ça donne envie de lire la suite. Un peu comme je le disais juste avant, je pense que ça va faire tiquer certaines personnes, mais je trouve qu'il y a un côté un petit peu GTO en fait par rapport au personnage de Balthazar. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est ok, peut-être que le parallèle est peut-être un petit peu gros, c'est clair, mais en fait c'est tout simplement par rapport au fait que dans l'œuvre on a un professeur comme un instructeur ultra charismatique, ça on sera d'accord, qui va en fait par son quotidien faire de son mieux, faire au mieux pour justement aider ses élèves, en tout cas les personnes qu'il doit former, et ce peut-être même en risquant un petit peu de forcer les choses, qui sont prêts vraiment à prendre à bras le corps justement leur métier d'instructeur, de professeur, et d'enseigner à leurs élèves, et ce par toutes les manières possibles. Et ça c'est vraiment cool parce que des deux côtés, on a vraiment deux personnages qui sont totalement dévoués à leur cause, à leur métier et à leurs tâches. Et en plus de ça, les personnages s'y prennent toujours d'une façon assez bien pensée. Et ensuite, autre gros point fort que j'ai déjà rapidement évoqué, mais pour moi c'est clairement le dessin. Les dessins sont magnifiques et c'est clairement un excellent hommage à l'Europe des années 1800. Et ça passe par plusieurs détails, que ce soit la tenue des personnages, les armes, même si technologiquement c'est peut-être pas forcément raccord, le design des bâtiments, leur architecture, les paysages, donc des fois on a des grands plans avec des ruines, des villages, des grands champs, franchement tout me rappelle un petit peu toute cette architecture et souvent les pages doubles sont toujours magnifiques. Donc non seulement les arrière-plans, tout ça c'est impeccable, mais les chara-design, donc c'est-à-dire le chara-design des différents personnages, pour moi c'est toujours une réussite. Les personnages secondaires ont toujours en fait un petit trait qui leur est propre par rapport au visage, par rapport à leur costume, qui permet en fait qu'on se mélange pas par rapport au personnage. Et ce qui est assez dingue parce qu'en fait ces deux premiers tomes de Balthazar présentent vraiment une multitude de personnages et au final on arrive à chaque fois à bien faire le distinguo entre un personnage et un autre, et ça passe toujours par des petits éléments sur leur visage, sur leur tenue, tout ça, ou par leur personnalité. Voilà, en tout cas, belle découverte, surprenante. C'est pas le genre de manga que j'ai l'habitude de lire, mais en tout cas je vous le recommande. Ensuite, autre manga de Mehan, toujours un manga un petit peu en rapport avec le monde de la guerre. Il s'agit tout simplement de Jormungandr. Alors pareil, c'est un manga que j'ai reçu il y a un petit moment, mais malheureusement j'avais pas eu le temps de le lire, tout comme Balthazar, c'était un petit peu la course récemment, mais on va en parler ensemble tout de suite. Alors au niveau de l'histoire se concentre vraiment sur un enfant soldat qui est appelé Jonah, et ce personnage c'est un petit peu un paradoxe, tout simplement parce que malheureusement ce gamin il a été victime d'un traumatisme, c'est-à-dire qu'il a perdu ses parents dans un bombardement, mais en parallèle de tout ça, la particularité de ce gamin c'est qu'il manie les armes comme jamais, et comme personne, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le personnage il sait manier les armes avec une facilité déconcertante, et ce qui est assez bluffant justement quand on sait ce qu'il a vécu par le passé. Un beau jour, ce personnage de Jonah va intégrer un groupe, une milice, menée par le personnage de Coco, qui est en fait une vendeuse d'armes. Donc le personnage de Coco, c'est un personnage haut en couleur, et qui a pour quotidien de voler les armes à des armées pour ensuite les revendre. Alors contrairement au manga Balthazar, le manga Jormungandr propose en fait une toute autre vision de la guerre. Là où par exemple le manga Balthazar proposait une vision assez, on va dire stratégique et peut-être un petit peu optimiste de la guerre, là carrément le tableau il est totalement différent et on voit plutôt la guerre d'un aspect assez malsain, j'ai envie de dire, et un petit peu dark. Là aussi avec Jormungandr on a affaire à un récit qui prend son temps clairement pour développer les personnages. Il n'y a pas vraiment d'introduction, c'est-à-dire que quand on lit manga, on est directement pris par la première mission de Jonah, et c'est un petit peu déstabilisant parce que tu as l'impression qu'on a pris le lecteur, qu'on a pris une histoire et que tu arrives, tu le fous au milieu sans connaître les tenants et les aboutissants. C'est peut-être un petit peu perturbant, c'est clair au début, mais au final on s'y fait, et au fur et à mesure de la lecture des deux premiers tomes, on apprend clairement à découvrir les deux personnages principaux ainsi que d'autres personnages du groupe. Et ce qui est bien, c'est que comme je le disais, le personnage de Jonah est assez complexe, mais c'est un personnage qui a été torturé, qui a un véritable background, et c'est un personnage qui peut paraître un petit peu plat, j'ai envie de dire, à la lecture de la première moitié du premier tome, mais qui se dévoile ensuite par la suite, et ce grâce notamment à des petits flashbacks qui sont distillés un petit peu partout sur les deux premiers tomes. Ce que j'ai bien aimé avec Jormungandr, c'est notamment une des héroïnes principales, Coco, qui est un personnage totalement déjanté. Alors je sais que moi je suis très fan de personnages un petit peu maboule, mais elle franchement dans le genre elle est plutôt pas mal. Si vous aimez les mangas d'action ou si vous êtes fan de mangas d'action de façon générale, je pense que ça sera sûrement le plus gros point fort de Jormungandr. C'est un manga où t'as l'impression que t'as pas le temps de respirer et en fait l'action est en continu. Alors si vous n'êtes pas spécialement fan d'action, peut-être que justement ça sera peut-être un petit peu trop, mais je trouve que voilà, si on aime bien un petit peu les trucs qui bougent, normalement on s'ennuie pas à la lecture. Moi qui suis fan de films, un des trucs vraiment cool avec ces deux premiers tomes, c'est notamment le petit côté un peu Lord of Wars. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film, ou alors Wars Dog, c'est un film un petit peu qui parle en fait du trafic d'armes. Et si je vous dis ça, c'est notamment grâce au personnage de Coco. Parce que oui, dans le manga, on a affaire à des marchands d'armes, des mecs dont c'est le quotidien de vendre des armes. Et ce qui est bien, c'est que dans le manga, on sent clairement l'ambiance et les conséquences justement de vendre des armes. Parce qu'on sent que quand les héros principaux vendent des armes, etc., et on sait que derrière, parfois il y a peut-être tout un massacre, on ressent cette ambiance un petit peu particulière où
on a l'impression que les personnages, malgré eux, ils ont un petit peu le poids de tout ça sur leurs épaules, même si c'est pas dit explicitement. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça donnait un petit peu un côté réaliste au fait que le manga parle de marchand d'armes. Et donc le lecteur, il est clairement plongé dans un groupe de héros qui va de ville en ville, enfin en tout cas de pays en pays, afin de vendre des armes. Un des autres gros points forts de Joamon Gang, c'est notamment les dessins, ou en tout cas moi, les dessins, ils m'ont plu. C'est clair que parfois, ils ont peut-être un petit côté un peu brouillon, on va leur voir rapidement exécuté, mais je trouve que par rapport à comment c'est exécuté et par rapport à l'utilisation des dessins dans le récit, franchement, c'est cohérent. Parce que sur les parties où il n'y a pas d'action, donc c'est assez rare, mais les parties où il n'y a pas d'action, où c'est un petit peu plus calme, on a un trait un petit peu plus fin, un peu épuré je trouve, avec des trames beaucoup plus claires, ça tire vraiment vers une côté un petit peu lumineux. Et à l'inverse par contre, quand on part directement sur des grosses scènes d'action, le trait est vachement accentué et les planches, les trames, tout ça sont déjà beaucoup plus sombres. Et donc c'est marrant justement que l'auteur arrive à justement mélanger et bien jouer là-dessus entre les dessins qui sont clairs, assez épurés et assez précis, et les dessins qui prennent une dimension un petit peu brouillonne, rapidement exécutée et super sombre par rapport aux scènes d'action. Alors sinon du côté des points négatifs, comme je l'évoquais rapidement avant, c'est pour moi le manque de contexte en fait en début de l'œuvre. C'est-à-dire qu'au début on connaît pas ni les tenants ni les aboutissants, on connaît pas le contexte, et ouais on a vraiment cette sensation que t'as pris le lecteur, que tu l'as foutu au milieu du grand histoire et que tu dois te débrouiller pour essayer de comprendre un petit peu. C'est un peu comme quand tu allumes ta télé, tu prends un film en plein vol et tu essayes de comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé. C'est un petit peu cette sensation là. Bien heureusement, au fur et à mesure que le titre il avance, on a des petits flashbacks qui nous permettent d'en apprendre plus sur le personnage de Jonah. Encore une fois, il faut être patient. Il faudra donc attendre les 3 premières missions du personnage pour apprendre un peu mieux à le connaître et forcément à s'y attacher. Enfin bon, je vous propose de s'arrêter là parce que j'avais pas prévu qu'on soit à 1h30 de tournage. Donc la vidéo sera sûrement en 2 parties. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis sur une des lectures que j'ai faites si vous aussi vous avez lu le tome. Si c'est pas encore fait, lâchez le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.